Chers amis téléspectateurs de Tandem TV, bonjour, c'est avec une immense joie que je vous retrouve pour une nouvelle émission des grands procès de l'histoire d'Israël, toujours en excellente compagnie, toujours avec notre spécialiste du droit et de la loi, Greg Weitz. Bonjour Greg. Bonjour Galit. Comment vas-tu? Très très bien. Alors Greg, aujourd'hui tu nous embarques dans une histoire pas banale, de haine, de trahison, d'espionnage, une histoire qui a fait le tour du monde. Dis-nous tout. C'est une histoire qui peut faire un super scénario pour Netflix, avec une très bonne série en plusieurs épisodes. C'est l'histoire de Mordechai Vanunu, que tout le monde connaît un petit peu. On va en parler ce soir pour deux aspects. Vanunu, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est ce même employé de Dimona, qui là où se trouve a priori la centrale. Là où il y a une centrale. Centrale exactement nucléaire qui s'y trouve, et qui a révélé un petit peu les secrets nucléaires israéliens au monde, qui s'est fait arrêter, emprisonné en Israël et jusqu'à aujourd'hui qui vit avec certaines restrictions juridiques de déplacement et en même Israël. de parole. Et de parole, exactement. On va raconter tout ça. Et donc on va en parler un petit peu. On va un petit peu parler de justement l'aspect juridique qui a permis à Israël, oui ou non, de le faire ramener en Israël. Et comment est-ce possible de laisser tellement de limitations jusqu'à aujourd'hui sur une personne tellement d'années plus tard? Dans une démocratie. Dans une démocratie. On va voir tout ça. Alors, rapidement, Mordechai Vanunu est né à Marrakech, au Maroc, le 13 octobre 1954, dans une famille juive marocaine de 11 enfants. Ils font leur alia alors qu'il a 8 ans, en 1962, et s'installent à Beersheva. Mordechai Vanunu reçoit une éducation religieuse et à 18 ans, comme tous les Israéliens, il intègre l'armée. À la sortie, il va se présenter à un examen auquel il échoue pour entrer à la fac de sciences et répond à une petite annonce pour devenir technicien à la centrale nucléaire de Dimona. Il est embauché en 1977 après une enquête de moralité du Shabak, la sécurité intérieure. Et voilà, et donc il est embauché. Il est embauché, et bien évidemment, il est soumis à la confidentialité, au secret. Il commence à travailler, il n'a pas vraiment un rôle essentiel dans cette structure, mais il a accès, bien évidemment, à toutes ces informations. Il a accès à toutes ces technologies qui se trouvent là-bas dans cette centrale. Et il y a quelque chose qui va tout doucement, un petit peu, on va en parler, changer en lui, et qui vont faire de lui une sorte de, c'est un petit peu le cas de dire, de bombe à retardement. Alors, il commence par abandonner la religion, il devient complètement laïque, Riloni. En 1982, en réaction à la première guerre du Liban, il rejoint les mouvements d'ultra-gauche et se lie d'amitié avec des militants au sein de l'université de Beersheva, où il étudie donc en plus de son travail la philosophie. Il participe donc à toutes les manifestations de solidarité avec le peuple arabe. C'est à ce moment-là un petit peu que les services de sécurité intérieure israéliens commencent un petit peu à mettre un petit peu l'œil dessus, à le remettre en place, à lui faire quelques remarques, à lui dire qu'il ne faut pas oublier non plus où il travaille et quel est son rôle et sous quel type de confidentialité il est soumis. Il le rappelle un petit peu à l'ordre, une fois, deux fois, jusqu'au moment où ils disent que trop c'est trop, et donc ils font en sorte de le licencier de son travail. Et là, c'est vraiment une défaillance des services de sécurité israéliens qui après une enquête a été menée à leur encontre, parce qu'entre ce moment-là où le Shabak, donc le service de sécurité intérieure, commence un petit peu à avoir des doutes sur sa loyauté, mais du moins son professionnalisme, il insère un appareil photo avec lui dans la centrale nucléaire et il prend plus d'une 60aine de photos des infrastructures qui s'y trouvent. Alors, il avait réussi à intégrer surtout un endroit ultra secret, c'est-à-dire qu'il avait suivi une formation qui lui avait permis donc de travailler dans un des endroits les plus sensibles. C'est exactement ça. C'est vraiment. Enfin, on saute quelques années en avant, mais effectivement, il y a eu toute une enquête qui a été menée pour comprendre comment
un tel gouffre, une telle défaillance, une telle négligence a pu avoir lieu dans un des endroits qui, pour ceux qui savaient ce qui se passait à l'intérieur, étaient probablement les endroits les plus stratégiques d'Israël. Bien sûr, bien sûr. Donc, effectivement, il y a eu vraiment, comme on dit en hébreu, une grosse fâche-là, parce que c'était vraiment une faute. Donc, licenciement pour des motifs officiellement économiques. Il profite de ses indemnités de licenciement pour partir, pour voyager. Alors, il va aller en Thaïlande, au Népal, au Canada. Et puis, il va atterrir en Australie. Alors, ce pays-là, il adore, ça le transforme. Il s'y fait plein de nouveaux amis. Et surtout, il se convertit au christianisme au sein de l'Église anglicane. Alors, son divorce avec la religion juive là est consommé. Et allez savoir pourquoi, sa haine d'Israël ne va faire que grandir encore et encore. Et en Australie, il va rencontrer un monsieur, Oscar Guerrero, un journaliste colombien, à qui il révèle son histoire et montre pour la première fois les photos, donc ces fameux photos clichés qu'il avait fait à l'intérieur de la centrale nucléaire. Guerrero, lui, il flaire le bon coup en bon journaliste et promet à Vanunu qu'il peut donc aisément les vendre à la presse et en tirer donc une très grosse somme d'argent. Le Colombien contacte donc des amis à lui dans plusieurs journaux. Et c'est le Sunday Times de Londres qui réagit et s'intéresse à cette révélation. Ils envoient en Australie un expert en physique pour faire valider les informations de Vanunu avant de les publier. Alors, lui et d'autres scientifiques vont confirmer effectivement que tout ce que dit Vanunu est juste. Alors, première chose déjà, au départ, c'est un de ses arguments juridiques d'ailleurs. Il ne dit pas qu'il a une haine d'Israël. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce qui va plaider plusieurs fois. Pour lui, c'est pas de la trahison, c'est pas de l'espionnage, c'est de la conscience à son niveau bien évidemment. C'est de la conscience pour lui. Dans tous les cercles qu'il côtoyait, il voulait un monde, donc c'était du pacifisme, un monde sans armes nucléaires. Je veux dire, c'était ça son état d'esprit. Après, bien évidemment, la manière dont il l'a fait, oui, il a enfreint la loi. Il ne devait pas le faire, mais à son niveau à lui, il dit voilà, moi, j'avais pas un intérêt autre, selon ses dires, que de faire valoir des valeurs auxquelles j'adhère. Ça, c'est par rapport à ça. Il rencontre effectivement ce Colombien qui lui propose de se vendre ses photos. Effectivement, le Sunday Times arrive, on confirme tout ça. Et donc là, il va rentrer dans cet engrenage un petit peu qui va lui faire valoir ce titre de traître et ces années de prison et cette vie qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il va les rencontrer, il va rencontrer les journalistes. Il va voyager à Londres. Il va voyager à Londres et dans le but, oui, d'avoir une interview qui va être menée et qui va être publiée, où il va révéler à cette époque-là l'existence de l'arme nucléaire peut-être israélienne. Eh oui. Alors, à la veille de son départ pour Londres, il écrit à son frère qui vit aux États-Unis. Il lui raconte qu'il va passer un accord avec le Sunday Times. Il dit que c'est sa décision, il l'a bien réfléchi et que ses motivations sont essentiellement politiques et pas effectivement autre chose. Pour lui, c'était pas autre chose que ça. Il sent, comme tu disais, que c'est vraiment son devoir de le faire. De son côté, le journaliste colombien n'apprécie pas parce qu'il va être mis à l'écart, parce que le Sunday Times finalement ne fait venir que Vanunu et pas lui, donc il se sent mis à l'écart et il voit donc en fait le petit pactole sur lequel il comptait lui passer sous le nez et il va décider donc de révéler l'affaire à un autre journal. Et donc ce bruit qui va un petit peu être qui va commencer à s'ébruiter, va commencer à réveiller les soupçons des services de sécurité et des renseignements de plusieurs pays, et ça arrive aux oreilles du Mossad israélien aussi, ça arrive aux oreilles du premier ministre israélien de l'époque, Shimon Peres, et ils arrivent à comprendre qu'il y a une fuite. C'est-à-dire que certaines informations critiques risquent d'être dévoilées et qu'il faut agir.
Et c'est là où on rentre un petit peu dans l'esprit Netflix, thriller, film Hollywood, parce que ce qui va se passer, c'est d'un côté, on va dire, c'est incroyable, c'est fou, d'un côté c'est complètement aberrant, mais c'est ce qui s'est passé. Tu vas tout de suite en parler, mais voilà, on est on est à un moment T où les Israéliens, comme ils ont souvent pu le faire, ont pris une décision radicale et directe. Et ils sont allés jusqu'au bout. Exactement. Alors, il sait, Vanunu, ce qu'il risque en Israël si il va au bout de ses révélations. Il le fait en conscience. Le Daily Mirror, hein, le deuxième journal, ne s'encombre pas de vérifications superflues et balance l'histoire que lui a racontée Guerrero. Donc là, Vanunu va paniquer un petit peu, il va demander au Sunday Times de patienter un peu, il veut faire le point, etc. Il veut quand même prendre le temps de récupérer un petit peu avant de publier l'histoire. Donc là, c'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, le Mossad va être alerté par plusieurs agents, plusieurs pays qui commencent à les avertir. Donc comment faire ? Eh bien, la seule manière, c'est effectivement de ramener et de capturer Vanunu avant qu'il fasse plus de dégâts. Et là, comment est-ce possible d'enlever un homme, on dirait Rabbi Jacob, tu sais, comment est-ce possible d'enlever un homme en pleine capitale anglaise sans se mettre à dos à l'époque Margaret Thatcher, qui était la première ministre anglaise. Il faut s'arranger pour que Vanunu puisse quitter le pays. Alors là, effectivement, enquête, filature, on est dans James Bond. Vanunu a un faible pour les jolies blondes et le Mossad donc le sait. Il va placer sur sa route une jeune femme, Cindy, qui en vrai s'appelle Cheryl Bentov, à laquelle il ne va pas résister. Elle le rencontre pour la première fois le 24 septembre 1986 et profitant de son stress, elle le persuade de l'accompagner à Rome pour se reposer un petit peu, décompresser. Et là, Vanunu accepte de l'accompagner. Le 30 septembre 1986, jour du départ, Vanunu avertit le Sunday Times qu'à la dernière minute, ne va les avertir qu'à la dernière minute, par un appel passé de l'aéroport. Ils vont essayer de le dissuader, de lui dire que c'est pas une bonne idée. Il embarque avec la jeune Cindy à bord d'un vol de la British Airways en direction de Rome. Et arrivé à Rome, un ami de la jeune femme les attend pour les conduire dans un appartement. En réalité, c'est à ce moment-là que Vanunu est kidnappé par le Mossad et expédié comme un colis par bateau jusqu'en Israël pour y être jugé et interrogé. Alors, déjà, sur la base, on part du principe que c'est tout à fait illégal. S'il faut parler de procès et de loi, c'est complètement illégal. Et c'est à ce moment-là qu'on voit à quel point les services secrets, les politiciens et la loi se mélangent souvent parce que, pour des raisons politiques, Pérez ne voulait pas se mettre à dos, comme tu as dit, Thatcher. Donc, ils se sont dit, on va le kidnapper parce qu'on n'a pas d'autre choix, on va pas commencer des procédures d'extradition, etc., etc. On sera jusqu'à demain matin. Et puis, ça va révéler l'histoire à tout le monde, au grand public. Donc, on va le transférer chez les Italiens, avec qui on n'a pas problème de s'arranger s'il faut, et on va l'envoyer en Israël. C'est complètement fou. Ce même kidnapping est complètement, bien évidemment, illégal. Il a eu lieu dans un autre cas en Israël, on en avait parlé également. Et donc, il se retrouve en Israël, et pendant près de 40 jours, personne n'est au courant qu'il est incarcéré. C'est-à-dire qu'il est incarcéré, il n'est pas amené devant un juge durant ces 40 jours, et donc il est interrogé, et seulement au bout de ces 40 jours, il y a une demande d'extension de sa détention, il est amené devant un juge, il a droit à un avocat, et l'affaire est un petit peu révélée au grand public qu'un ancien employé de la centrale nucléaire a été arrêté. Alors, j'ai une question. Tu disais tout à l'heure, effectivement, que c'est un enlèvement, que c'est un kidnapping, et que c'est contraire à la loi. Est-ce que la loi israélienne prévoit, en cas de force majeure, par exemple pour quelque chose où la sécurité nationale prône tout,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans la loi sur ça? Alors, c'est une question un peu qui est un peu complexe à répondre. La première chose que je pensais que tu allais me poser, c'est est-ce que, de par son enlèvement, on peut quasiment annuler sa détention ici? Et je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais pas exactement quelle peut être la réponse. Il y a ce qui s'appelle en Israël un concept qui dit que quand une preuve a été obtenue d'une manière illégale, en théorie, tu peux pas utiliser cette preuve. Alors, Mais est-ce que ça veut dire c'est ton que... esprit d'avocat qui pensait que j'allais te poser cette Oui, question. c'est ça. C'est pour ça que je me dis, elle va me poser ça, mais je sais pas comment lui répondre. Donc je me disais, est-ce qu'un juge pourrait dire, suite à un argument de quelqu'un qui s'est fait kidnapper, de dire, mais vous me relâchez d'œuf à clos, j'ai pas du tout été amené ici selon les règles. Je sais pas. Je sais pas si ça a été plaidé ou pas. Et par rapport à ta deuxième question, en théorie, la loi en Israël ne permet pas de réaliser des actions qui sont illégales. Ce serait complètement absurde. Par contre, ce qui est vrai, c'est que certaines lois qui sont appliquées en Israël sont des lois qui te laissent une telle liberté d'action qu'elles peuvent être interprétées d'une telle manière qu'en fin de compte, elles s'adaptent au cas par cas. Mais il n'y a rien de spécifique qui est prévu pour l'intérêt national. Il y a des lois qui sont encore d'application, et ça fait 173 ans qu'elles sont d'application, qui s'appellent les directives d'urgence. C'est-à-dire qu'Israël est un pays en état d'urgence, et donc les directives d'urgence, elles s'appliquent constamment. Ces directives d'urgence, elles ont été, on va retourner un petit peu en arrière, avant la création de l'État d'Israël, il y avait les Anglais qui géraient le pays. Avant ça, on avait l'Empire ottoman. Et en fait, le système juridique israélien, il est né, il a été fondé sur un micmac de certaines lois ottomanes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est ce qui est complètement fou. Des lois anglaises, comme ces lois d'urgence, qui sont des lois anglaises, qui sont appliquées aujourd'hui, puis le droit israélien qui est composé un petit peu du droit juif, un petit peu de la déclaration d'indépendance. C'est un grand micmac, et puis des tribunaux qui, au fur et à mesure, ils ont un petit peu formé ce droit israélien, mais qui se base encore sur ça. Et donc, cette directive d'état d'urgence, c'est des directives qui existent d'avant la création de l'État d'Israël, mais qui n'ont jamais été annulées. Et donc, qui sont tout à fait valables. C'est inconcevable aujourd'hui de penser à ce que la Knesset puisse voter ce genre de choses. C'est contraire à tous les principes qui existent aujourd'hui. De droits de l'homme, de liberté fondamentale. Il n'y avait pas les droits de l'homme. Non, c'était complètement libre. Et donc, c'est sur base de ça, en fait, que, il a déjà été arrêté pendant 40 jours. C'est une détention administrative. Et puis, on va en parler tout de suite d'autres limitations qu'il a eues un petit peu après, quoi. Alors, il faut dire que quand même, le 5 octobre 1986, le Sunday Times décide, même si elle n'a plus de nouvelles de Vanunu, de publier et de révéler au monde entier, photo à l'appui, l'arsenal presque d'Israël. Alors, en Israël, Vanunu est interrogé comme ça par plusieurs nombreux services, des sanctions préventives, comme tu l'as dit, qui durent 40 jours, sans qu'on sache ni où, ni comment, ni dans quelles conditions. Et puis, il est présenté à un juge. Alors, en arrivant au tribunal de Jérusalem pour une audience, Vanunu va inscrire sur sa main les éléments, en fait, le jour, l'heure et l'endroit où il a été kidnappé, et va plaquer sa main contre la vitre du fourgon qu'il transporte. C'est une photo qui va faire le tour du monde. Et le 24 mars 1988, il est condamné à 18 ans de prison pour trahison, espionnage et révélation de secrets d'État. Donc, on revient un tout petit peu en arrière. Ces arguments comme quoi c'était une action qu'il a menée pour des valeurs morales, ou peu importe comment est-ce qu'on les décrit, ont été rejetés par le tribunal, qui l'a vraiment condamné à la trahison. Donc, il y a un paragraphe à part entière dans le code pénal israélien, à de l'espionnage, etc. Et donc, il a eu la peine maximale qui était prévue dans le code pénal israélien. Sur les 18 ans, c'est un des rares aussi qui a dû purger toute sa peine.
Oui, pas de réduction de peine. Pas de pour réduction de Vanunu. peine, rien du tout. Et durant les 18 ans, 11 ans, il est resté en isolation. Et là aussi, on se pose une question, est-ce que c'est permis 11 ans? Et là aussi, il y a certains, on va dire, certains trous juridiques dans le système juridique israélien qui donnent une certaine liberté de décision à des directeurs de prison dans ce cas-là, de décider si une personne, avec bien évidemment des recommandations des services de sécurité, patati patata, mais de décider qu'une personne va rester en isolation. À l'isolement. À l'isolement, ça veut dire pas de téléphone, ça veut dire pas de visite de la famille, ou une visite de la famille, c'est une fois tous les X mois, par rapport à d'autres conditions qui sont beaucoup plus souples pour des prisonniers, on va dire, normaux. Et au bout de ces 18 ans, il sort de prison, et là aussi, c'est un cas, je crois, qui est unique, malgré qu'il ait purgé sa peine, malgré qu'il soit resté 11 ans en isolement, il sort de prison, mais il a encore des restrictions. Il est interdit de sortir du territoire, il est interdit de parler à la presse, il est interdit de rencontrer des étrangers. C'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que ces conditions puissent lui être imposées s'il est relâché en conditionnel avant l'heure, etc. Mais là, non. Non seulement il purge sa peine entière, mais on lui dit « tu sors, mais attention, à la moindre incartade, c'est retour à la case prison ». C'est complètement fou quand on y pense. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc il a été libéré le 21 avril 2004. Exact. Et donc, il ne peut pas quitter le territoire non plus. Non. Il a le droit à rien. À rien. Et là, il est logé, ça c'est très rigolo, à l'hôtellerie de la cathédrale Saint-Georges de Jérusalem. Il est devenu chrétien ou évangélique. Ouais. Et c'est eux qui le recueillent. C'est eux qui le recueillent. Malgré tout, je pense qu'il va vite revenir dans la société active et il va essayer effectivement il lâche pas prise, quoi. Il n'a pas compris. Ouais. Et puis, tu me disais, en préparant cette émission, qu'il y a des centaines aujourd'hui encore de prisonniers à l'isolement, y compris des mineurs. Il y a alors des centaines, je ne sais pas exactement, mais effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui se trouvent à l'isolement, des gens qui, que ce soit des juifs, des musulmans, peu importe est-ce que c'est pour des raisons sécuritaires ou pas, qui, pendant des mois et des mois, sont dans ce qui s'appelle les détentions préventives. La détention préventive, c'est une chose. Mais, en fait, l'isolement, c'est encore autre chose. La détention préventive, c'est avant une condamnation, mais ça peut durer des mois et des mois, ce qui est complètement aberrant aussi. Et en isolement, oui, il y en a beaucoup qui ont cette interdiction d'avoir des droits coupés complètement du monde. Et toute cette possibilité de faire ça s'applique sur des règles qui antidatent en fait de la création de l'État, quoi. Et c'est très difficile comme partout, mais en Israël spécifiquement, c'est très difficile de changer des lois, déjà parce qu'il y a une instabilité gouvernementale ici, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu une loi ottomane qui parlait des associations et du fait que certaines associations à but non lucratif ne devaient pas révéler leurs comptes à l'État ou quelque chose du style. Je n'ai pas trop creusé le sujet, mais comme on dit bottom line, on parlait d'une loi qui datait de l'Empire ottoman, qui était appliquée encore aujourd'hui, que les gens utilisaient et profitaient, certains peut-être pour aller contre l'intérêt de l'État, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça pour finalement essayer de l'annuler, et donc voilà. Mais donc c'est sur base de ces anciennes lois que tout ça se passe, et ça prouve à quel point l'État est jeune, à quel point le système juridique israélien il est spécial, je veux dire, c'est quelque chose de vraiment de spécial, quoi. Alors, on revient à Vanunu, parce que le Chutzpan passe outre quand même toutes les interdictions qui lui sont imposées dans les conditions de sa libération, et il est à nouveau inculpé en mars 2005, donc moins d'un an après avoir été libéré, de 21 infractions à cette décision de justice. Alors, il est laissé en liberté en l'attente du jugement. Pour chacune de ces infractions, il encourt au maximum 2 ans d'emprisonnement à chaque fois. Alors, il est considéré comme les associations, par les associations de défense des droits de l'homme comme un prisonnier d'opinion. Le gouvernement israélien, quant à lui, le considère, comme tu l'as dit, comme un traître.
Alors, il est toujours très critique à l'égard de la politique israélienne. Il ne cesse de clamer et de réclamer qu'on le reconnaisse et qu'on lui rende sa liberté. Et surtout la liberté de quitter Israël, parce qu'il n'a pas le droit aujourd'hui de quitter le pays. Bon, j'ai envie de dire, ce serait vraiment, c'est difficile pour lui de ne pas enfreindre ses règles, parce qu'il y a tellement d'interdictions qu'à un moment donné, tu te dis bon, à part ça, aller dormir, ouvrir ses yeux et faire autre chose, il a droit à rien, quoi. Donc ça c'est d'un côté, d'un autre, en fin de compte, le système en Israël, il est tel que ce sont des services de sécurité, de renseignement qui viennent donner des expertises à des tribunaux, à des commissions, peu importe. Et, en fin de compte, c'est eux les experts, et donc c'est un petit peu, on dit que c'est un pays de généraux ici, donc c'est eux qui gèrent un petit peu ce genre de problème, et on va pas souvent aller à leur rencontre. Et donc c'est pour ça que je pense ça. Et puis la deuxième chose, ça peut paraître, c'est mon avis à moi, mais c'est surtout un exemple. En fin de compte, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'ils vont le prendre en exemple et ils veulent faire un exemple. Ils vont aller jusqu'au bout et que les choses soient claires. Pour éviter l'envie à d'autres de le faire. De faire la même chose. Alors effectivement, il a été à nouveau jugé coupable en 2007. Alors là, il est accusé, reconnu coupable d'avoir parlé à des étrangers, comme tu disais tout à l'heure, donc toujours en infraction avec les interdictions imposées. Condamné à 6 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis pour avoir brisé sa promesse de silence, et c'est-à-dire non pas pour avoir tenu des propos illégaux, mais juste pour avoir parlé et pour s'être exprimé. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, il s'est marié avec une étrangère, ce qui est assez marrant. Qu'il n'avait pas le droit de leur parler. Mais il s'est marié avec une étrangère, donc comme quoi, a priori, après, il y a quand même des limites aux limitations qu'on peut lui mettre de ne pas se marier. Il habite ici, mais il est toujours avec ses interdictions de sortie du territoire, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, si vraiment il faudrait être objectif, je pense qu'il a plus vraiment de pouvoir de nuisance. De pouvoir de nuisance, parce qu'on parle de faits qui ont eu lieu il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est quasiment plus un secret que même ces photos, elles serviraient et puis voilà, exactement. Je pense pas qu'aujourd'hui les gens, les technologies sont les mêmes mais encore une fois, je pense que c'est plus une décision on va dire, pour montrer des fins, pour faire l'exemple et faire un exemple. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'ils font aujourd'hui. Bon, je pense qu'il va rentrer dans les oubliés de l'histoire. Enfin, il n'y aura pas encore de cave. On va pas plus parler de lui, je pense, dans le futur, jusqu'au jour où il passera l'arme à gauche. Et puis voilà. Et où les jeunes ne sauront pas de qui on parle. Et bien voilà, on arrive au terme de cette nouvelle histoire, de ce nouvelle histoire judiciaire de l'histoire d'Israël. Merci Greg, avec ce nouveau sujet. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce grand procès de l'histoire d'Israël. On vous retrouve très vite avec de nouvelles aventures, de nouvelles histoires, et toujours avec Greg. À bientôt.